Bonjour, eh bien, nous recevons aujourd'hui Michael de Saint-Chéron, qui est l'auteur de Dialogue avec Geneviève Antonios de Gaulle, suivi de La Traversée du Bien, paru chez Grasset. Et avec lui, qui est un spécialiste de Geneviève Antonios de Gaulle Antonios, pardon, nous allons parler de cette haute figure morale et spirituelle qui a beaucoup compté dans la vie de la France d'après-guerre. Alors d'abord, quand l'avez-vous rencontré pour la première fois et dans quelles circonstances? Je dirais que notre dialogue est aussi lié à son centenaire qui a été passé un peu complètement inaperçu puisque son centenaire était en 2020 et que, évidemment, avec la pandémie, beaucoup de choses ont été chamboulées. Voilà, et les collèges qui voulaient faire des colloques et des choses sur elle, enfin tout, effectivement, a été totalement chamboulé. Alors, je l'ai connu, j'allais dire dans l'ombre de Malraux, et c'est dans l'ombre de Malraux, puisque Sophie de Villemorin nous avait parlé d'elle à plusieurs reprises et qu'elle avait invité Malraux à faire un grand discours. D'ailleurs, sa dernière oraison funèbre le 10 mai 75 devant la cathédrale de Chartres. Et j'ai retrouvé toute la correspondance. Et quand elle fait la première demande à Malraux, Malraux met en marge au crayon rouge je n'ai plus de voix, oui, uniquement s'il y a de bons micros. Donc je l'avais rencontré à ce moment-là et ensuite mon frère et moi nous l'avions revu devant le corpus légendaire de Malraux, donc le 24 novembre 76. Et après le temps a passé et je l'ai revu à partir des années 80, à la fin des années 80, au moment où elle avait donné une grande expansion et une grande renommée à Télécarmonde, avec cette première journée consacrée à la misère qui avait été inaugurée par le père Wresinski. Au Trocadéro. Absolument, au Trocadéro. Et à ce moment-là, je l'ai revu et nous avions eu des entretiens, des conversations que j'ai reprises avec elle finalement sur la dernière décennie de sa vie, entre 90 et 2000. Et elle est morte en 2004. Donc je l'ai connue sur une période assez longue. Et je lui envoyais régulièrement quelques-uns de mes ouvrages. Et à chaque fois, avec une délicatesse, maintenant ça ne se fait plus, mais à chaque fois, elle me répondait au nom de Bernard Antonios et d'elle-même des lettres que j'ai conservées tout à fait magnifiques. Et d'une grande humanité, et toujours, comme vous le disiez, un grand sens du spirituel. Elle cherchait toujours au fond des livres le sens du spirituel. Alors, Geneviève de Gaulle, comme le nom le laisse entendre, est la nièce du général. On dit même que c'était sa nièce favorite. Vous confirmez cette version? Je ne connaissais pas le général de Gaulle, mais je crois que c'était sa nièce favorite. Et elle dit même, lui a même écrit: tu as été le premier de mes compagnons. Oui. Donc c'est tout de même. Même si elle n'est pas compagnon de la Libération, mais elle aurait pu l'être. Elle eut dû l'être. Elle aurait dû, mais elle aurait dû, mais le général de Gaulle n'a pas tellement favorisé sa famille. Absolument. Ces opérations-là. Absolument, et ce n'est que longtemps après la mort de Gaulle, d'ailleurs, qu'elle a été fait Grand Croix de la Légion d'honneur par Chirac, qui avait une énorme admiration pour elle. En 2002, si mes souvenirs sont exacts. En 98. 98, pardon. Au moment où elle prenait le Conseil économique, enfin où elle remplaçait... Et où elle défendait cette loi contre exactement. La grande pauvreté. La grande pauvreté et l'exclusion. Elle est la nièce du général, fille de son frère aîné Xavier. Oui. Exactement, avec qui elle a eu des rapports finalement assez compliqués, assez complexes. Et notamment avec sa belle-mère, la deuxième épouse de son père. Je voulais y venir, mais pas que ça. Il y a eu donc évidemment le remariage à la mort de sa mère. Elle dit des choses d'une immense profondeur. Elle raconte, elle avait une petite dizaine d'années, puisqu'elle est née en 20, sa mère a dû mourir en 36, elle devait avoir 4-5 ans, enfin, non, je dis des bêtises. Sa mère a dû mourir avant 1930, à la fin des années 20. Elle devait avoir donc moins de 10 ans. Et elle dit: embrasse maman, morte. Et elle dit: mais c'est pas maman, puisque maman est morte. Donc elle avait déjà intégré. Elle avait déjà intégré. Et donc elle a passé ces années dans la Sarre où elle avait appris l'allemand, ce qui lui a permis, en 1933, de lire le livre que son père lui a tendu, qui était Mein Kampf. Absolument. Et ensuite, elle a eu d'autres soucis avec son père, si je peux dire soucis, enfin c'était plus que ça. C'est que lui avait passé sa vie plus ou moins tranquillement en Suisse comme consul général à Genève.
et qu'elle s'est plainte, je ne sais pas à qui, mais enfin j'ai lu des choses dans ce sens-là, comme quoi lui n'aurait rien fait pour essayer de la tirer des griffes de la Gestapo. Donc je ne sais pas à qui elle l'a dit, mais en tout cas il y a des bruits qui ont couru qu'elle en voulait à son père et que quand ils se sont retrouvés en 45, donc sur le quai ou enfin dans une ville qui n'était pas d'ailleurs Genève, qui était beaucoup plus haut dans les Vosges, leur première embrassade était un peu froide finalement, et qu'elle avait des liens fondamentaux, je crois, beaucoup plus puissants avec le général de Gaulle. Oui. Avec qui elle a parlé des camps de la déportation, du rapport France-Allemagne, alors qu'avec son père, finalement, elle rentrait, enfin d'après ce que j'ai su, n'ayant pas rencontré son père et n'ayant jamais interrogé Geneviève de Gaulle sur son père, ce ne sont que des choses que je peux rapporter, que j'ai entendu dire ou que j'ai lu. Elle rentrait rarement dans le fond des choses en pensant qu'il ne comprendrait pas ou que ça ne l'intéressait pas. Oui. Voilà. Et peut-être qu'aussi, avec le général, elle pouvait avoir des discussions d'ordre spirituel, peut-être plus qu'avec son père. Alors, elle vit dans la Sarre quand elle est enfant, et ensuite à Rennes, je crois, et puis ensuite elle vient faire des études à Paris. Absolument, absolument. Et la guerre éclate. La guerre éclate, et là, elle se trouve le 16, le 18 juin, le 17 juin, elle se trouve en Bretagne, dans un petit village. Alors là, c'est une histoire tout à fait connue, mais enfin cocasse, et qu'on peut rappeler pour nos éditeurs. C'est qu'il y a un moment, il y a le curé qui sort, enfin tout le monde connaît l'histoire, il y a le curé qui sort de l'église ou du presbytère et qui s'avance vers une troupe de gens et qui dit, je viens d'entendre un général à la radio, il parle de Londres et il dit n'abandonnez pas le combat, la guerre continue. Et il y a une vieille dame qui est assise au milieu et qui dit quel est son nom, et le curé de dire c'est un certain général de Gaulle. Et elle de s'écrier, c'est mon fils, c'est mon fils. Voilà, donc elle se trouve en Bretagne à ce moment-là, et à la rentrée de septembre-octobre, elle revient à Paris. Et à ce moment-là, de fil en aiguille, j'allais dire comme Daniel Cordier, mais à la manière de Geneviève, qui était une manière différente, elle se dit on ne peut pas évidemment, en plus avec le nom qu'elle avait, on ne peut pas laisser faire ça, et il faut entrer dans la résistance. Et de fil en aiguille, elle rencontre des groupes de jeunes gaullistes, ou pas forcément gaullistes, mais enfin de jeunes résistants, et elle commence à faire des actes de résistance, de transport de papier, de passeport, de fausses cartes d'identité. De repérage aussi, je crois. De repérage, en passant une grande partie de sa vie dans le train, entre la zone nord et la zone sud, et risquant à chaque instant de se faire arrêter finalement. Oui, d'autant qu'elle portait effectivement, on l'a dit, un nom qui était très lourd à porter dans la France occupée, même dans la France libre. Oui. Alors il y a quelque chose que j'aime à dire parce que c'est très peu connu et parmi les biographes, c'est assez. Je l'ai lu une seule fois dans une biographie. Quelque chose qui m'a profondément marqué à travers mon propre parcours spirituel, puisqu'on parle de spiritualité, et pour montrer la force tout de même et la volonté de Geneviève, c'est qu'elle se trouve chez l'une de ses tantes le 16 juillet 42, et que à table il y avait, elle dit elle-même, un couple de jeunes chrétiens, jeunes catholiques, elle-même et peut-être d'autres personnes, et que tout d'un coup, vers 10h du soir, une grande amie de sa tante revient totalement défaite, qui était infirmière de la Croix-Rouge, et qui dit à l'Assemblée je viens d'assister à quelque chose de cauchemardesque, la déportation, l'arrestation des Juifs et leur enfermement au Veldiv. Et donc la tante, évidemment, bouleversée, et le couple de catholiques, l'un des deux, la femme ou l'homme, je ne sais plus, dit c'est très triste, mais ce sont tout de même des Juifs. Ah oui. Et Geneviève, à ce moment-là, écrit, alors peut-être
Et elle a totalement raison. Absolument. Quand on sépare de l'ensemble de la population pour une religion, pour une couleur, pour une appartenance, donc elle a toujours eu cette proximité avec la souffrance des Juifs, des Tziganes. D'une manière générale, la souffrance des autres. La souffrance des autres qui s'est remarquée, effectivement. Qu'on retrouvera par la suite quand nous aborderons justement à Tété Carmon. Tout à fait. Alors après, elle est faite prisonnière et envoyée en déportation. Oui, donc on va pas s'étendre, mais effectivement, c'est le moment, enfin l'un des moments cruciaux de sa vie. Elle est arrêtée par la bande de Bonny, Lafont, et alors elle a eu la chance de ne pas être torturée. Elle m'avait raconté, elle l'a dit évidemment à d'autres, qu'elle a été un peu battue, mais elle dit « je n'ai pas été torturée ». Elle a été enfermée à la prison de Fresnes, et où elle est restée assez longtemps, donc elle a été, je crois que c'était en plein été qu'elle a été arrêtée, et elle a été déportée avec 1000 femmes, donc par le convoi de fin janvier 44. Fin janvier 44, elles arrivent le 4 ou 5 février à Ravensbrück, et quand elles voient passer les gares françaises de plus en plus à l'est, elles imaginent qu'elles partent en Allemagne. Et alors là, je voudrais tout de même saluer donc elle arrive à Ravensbrück et tout de suite, immédiatement, elle se rend compte que tout ce qu'elle a lu dans Mein Kampf, elle en a l'illustration devant elle. La mise en œuvre. La mise en œuvre avec ces femmes qui n'avaient plus de regard, qui n'avaient plus de forme humaine. Et donc, dans cet abominable camp, elle va créer une fraternité avec 3 femmes exemplaires. Germaine Tillion. Absolument. Jacqueline Perry. Oui, et Jacqueline Perry d'Alençon. Oui. Et donc, il y avait aussi la mère de Germaine Tillion. Oui, bien sûr, mais il y a eu aussi une grande résistante allemande qui était communiste, qui était, c'est pas Berthe, mais ça me reviendra peut-être, dont Geneviève, qui est même revenue après, qui est Bubernemann. Oui. Donc, elle formait vraiment un noyau extrêmement important. Et quand Himmler s'est aperçu qu'il avait des De Gaulle dans les camps, il y avait 2 De Gaulle, il y avait un de ses oncles ou cousins qui était aussi déporté dans un autre camp, bien sûr. Et elle, il voulait les mettre à l'abri pour s'en servir comme monnaie d'échange avec Hitler. Et donc, elle raconte toujours que c'est grâce à la prison de la forteresse qu'elle a été sauvée. Parce qu'elle a été extrêmement malade, elle a failli mourir à 3 reprises dans le camp. Et quand elle était dans cette prison de la forteresse où elle était totalement isolée de tous, mais même à risque de folie, parce qu'elle n'entendait aucun bruit, un jour, il y a un médecin qui est venu, et comme elle avait appris l'allemand en Sarre, elle était capable de répondre en allemand au médecin, et c'est comme ça qu'elle a rencontré, quelque temps après, le commandant du camp qui s'appelait le commandant Suren, à qui elle a parlé allemand et qu'elle a fait après avec d'autres mener en justice au moment du grand procès de Ravensbrück. Donc elle a été libérée avant parce que Suren avait organisé son exfiltration, si je peux dire, sa fuite, pour essayer jusqu'au dernier moment encore de l'échanger avec je ne sais pas qui, puisque De Gaulle n'avait jamais répondu à la lettre de Himmler. Et finalement, c'est la Croix-Rouge qui la récupère au fin fond de la Bavière, à quelques kilomètres de la Suisse. Et c'est comme ça qu'elle arrive en Suisse début mai 45. Oui, ça devait être extrêmement curieux d'être cette monnaie d'échange, en fait. Ça devait, évidemment, alors qu'elle voyait autour d'elle toutes ses compagnes mourir, enfin beaucoup. Absolument, énormément, et beaucoup de Hongroises et de Polonaises qui ont même été torturées, martyrisées, avec ces expériences médicales, enfin ces pseudo-expériences médicales. Et là, on peut dire un mot de la grande Germaine Tillion, qui, au risque de sa vie, a pris des films et qui a gardé ces microfilms jusqu'au procès dont je parle,
qui ont eu lieu en Allemagne dans les années 50. Et donc il y a eu vraiment une complicité. Elle dit que sans ces trois femmes exemplaires, elle n'aurait jamais pu tenir. Et ensuite, effectivement, cette prison qui l'a fait échapper finalement à l'enfer du quotidien du camp de Ravensbrück. Germaine Tillion qui est entrée au Panthéon en même temps que Geneviève de Gaulle en 2015. Oui. Alors, cette expérience évidemment tragique, bouleversante, extrêmement éprouvante, a fait naître chez elle une volonté de lutter contre toutes les formes de déchéance et probablement a développé sa sensibilité à l'extrême pauvreté. Ce qu'elle avait vu dans les camps, elle ne pouvait pas l'admettre en France après la libération. Absolument. Je ferai une dernière petite parenthèse pour revenir à l'immédiate après-guerre. Elle faisait énormément de conférences dès les années 45, 46, 47. Oui. Et d'ailleurs, elle est entrée évidemment au RPF où elle faisait de grands discours sans une note devant elle. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est un passage d'Élisabeth de Miribel en 45, donc très peu de temps après la fin de la guerre et la sortie des camps, et qui a écrit « Je n'ai jamais rien entendu de plus bouleversant que le récit de Geneviève sur sa vie à Ravensbrück ». Et elle ajoutait, elle parlait même mieux que le général de Gaulle. Elle n'avait, comme son oncle, pas une note devant elle, mais elle faisait vibrer, elle faisait dresser les poils sur les bras des gens, tellement elle était bouleversante. Donc, elle était au RPF, et après, elle a eu tout de même, elle s'est mariée avec le cher Bernard Antonius. Lui-même résistant et... Oui, résistant à travers l'écriture et l'édition. Oui. Mais il n'a pas fait... il n'a pas pris ni les armes, mais enfin, il était résistant par l'édition. Par conviction. Oui, par conviction. Tout à fait. Et alors là, il y a une chose tout à fait étonnante et qui est bien de la trempe de Geneviève, c'est elle qui l'a demandé lui en mariage. Voilà, donc il se marie. Et on dit aussi qu'elle a pris la carte du RPF pour son fils au moment de sa naissance. Oui, absolument. Et elle avait demandé évidemment à son oncle d'être son témoin à elle au moment du mariage. Ils se sont mariés dans un petit village de Savoie. Et on sait que la chère Yvonne de Gaulle ne voyait pas d'un très bon œil la complicité exceptionnelle entre le Charles de Gaulle et Geneviève. Ah oui. Et ne voulait plutôt pas, enfin il y a eu des embrouilles et elle ne voulait pas venir au mariage. Et donc finalement de Gaulle est arrivé avec Yvonne, mais un certain temps il y a eu quelques froids. Il y a eu un froid entre les deux. Oui, parce qu'elle pensait qu'elle avait une ascendance sur de Gaulle. Trop forte. Trop forte, c'est ça, exactement. Donc pour revenir, donc RPF, et après elle a eu une famille assez nombreuse, elle a eu tout de même 4 enfants. Lui, Bernard Antonius, est entré au ministère d'État dès 59, c'est-à-dire dès 58, c'est-à-dire au moment de la formation des premiers cabinets Malraux. La création de ce groupe ministère. Absolument, et donc ce que très très peu de gens savent, c'est que au moment où Malraux a pris son premier bureau pratiquement sans portefeuille au ministre de l'Information, il pense à qui? Il pense non seulement à Bernard, mais il pense à Geneviève Antonius, de Gaulle Antonius. Et elle avait une idée en tête, c'était pas immédiatement la culture, parce qu'il avait ce qu'il fallait autour de lui, c'était de faire rentrer dans le champ d'action de Malraux le CNRS. Oui. Parce que De Gaulle s'était investi et avait dit que la science était quelque chose d'absolument fondamental sur quoi il fallait baser finalement la France moderne, donc la France de Gaulle à partir de 58. Et elle avait été assez proche aussi de Mendès France dans les années 55, quand Mendès France et d'autres avaient créé finalement ce qui est devenu le Centre national de la recherche scientifique. Et donc elle assistait, enfin elle organisait avec Pompidou et tantôt avec son oncle, avec De Gaulle, en compagnie de Malraux, de grandes réunions sur lesquelles il s'agissait de faire rentrer finalement et de donner son importance
et donc le budget qui allait avec à la recherche scientifique. Et donc elle a joué un rôle très important, encore une fois je le répète, très méconnu, jusqu'au moment où l'une de ses grandes amies l'invite à dîner. Je crois qu'on était en décembre 58 pour faire plaisir finalement au père Wresinski qui avait ouï dire que cette femme, dont je n'ai pas le nom en tête pour l'instant, était une grande amie de Geneviève de Gaulle. Et alors, voilà, on parlait des noms tout à l'heure, pendant 40 ans en gros, le nom de Geneviève de Gaulle-Antoniose est devenu uniquement Madame Bernard Antoniose. Oui. Alors ça, c'était le rôle de le cas malheureusement de tant de femmes et presque de toutes les femmes, sauf Marie Curie, mais qui avait perdu d'ailleurs son nom polonais. Oui, absolument. Donc Geneviève de Gaulle n'était plus que Madame Antoniose pendant de fort nombreuses années, mais il y en a un qui n'avait pas cette idée en tête du tout, et c'était le père Wresinski, qui se disait qu'avoir à ses côtés la nièce du général avec ce nom-là oui, c'était déjà un communicant avant l'heure. Tout à fait. Et donc, ce faisant, après, ils sont devenus très amis, mais je vais en dire un mot, mais il y a eu une petite ombre entre les deux, c'est que Wresinski a toujours reproché à Geneviève de ne pas lui avoir présenté De Gaulle. Ah oui. Alors qu'après, elle a présenté, quand De Gaulle était mort, tous les présidents jusqu'à Mitterrand. Oui. Voilà, sauf De Gaulle, et alors Wresinski était un peu amer, mais enfin bon, bref. Donc, il lui raconte son camp qui avait été bâti à la demande de l'abbé Pierre, et il lui dit « Venez, je vous en supplie, venez voir ces pauvres gens, vous qui avez été… » Enfin, il savait aussi toucher ces parties sensibles, et donc elle avait, enfin plutôt, il faut le dire, mais aucune envie de s'embarquer dans cette affaire-là. Elle avait 4 enfants, elle raconte tous petits qui se suivaient à 1 ou 2 ans. Philippe, Isabelle, Michel et son dernier François. Fils, François-Marie, qui est peintre. Donc, elle avait absolument aucune envie de s'embarquer dans une affaire qui la dépassait grandement et qui lui demandait une énergie. Et dont elle pressentait que ce serait chronophage. Exactement. Et un jour, elle décide. J'y suis allé il y a 1 semaine parce que c'était l'inauguration de la réouverture de la chapelle, enfin de l'inauguration de la restauration de la chapelle. Et encore aujourd'hui, il faisait en plus un temps absolument magnifique. Elle avait été en plein hiver, dans un moment où la chapelle était éloignée encore de 300 ou 400 mètres du lieu actuel où elle est. Et donc, elle avait traversé la boue, la pluie, le vent. C'était le camp d'Athénée Carmonte, construit donc et par Wresinski et par l'abbé Pierre en 56-57. En Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, exactement. Et à ce moment-là, donc le père Wresinski, on lui dit tout de suite, Geneviève, Madame Antoniose est arrivée. Et il rentre dans la première masure, il glaut, et il dit aux pauvres personnes qui sont là, Madame, offrez un café à Madame de Gaulle. À Geneviève de Gaulle. Donc le ton était donné. Et donc après, elle rentre chez elle, enfin bref, épuisée. Elle raconte que le soir, quand elle rentrait, enfin la première journée, elle était totalement lessivée par au moins 2 heures aller, 2 heures retour. Maintenant, ça va vite avec le RER. À l'époque, c'était des trains de banlieue, et encore, je vous dis, il y avait un quart d'heure, 20 minutes de marche. Donc c'était vraiment épouvantable. Et en gros, quand elle est revenue, elle a dû se dire « Ma BA est faite, maintenant je vais passer à autre chose ». Et quelques semaines après, le père Wresinski… Ne l'entendait pas du tout de cette oreille. Pas du tout de cette oreille, et surtout qu'il y a eu ce drame dans un igloo, il y a 2 petits-enfants qui sont morts, brûlés, parce que donc il faisait un froid épouvantable, en plein hiver, et la maman avait fait un feu de bois comme elle avait pu, et elle avait été accompagner le grand à l'école, et quand elle est rentrée, les 2 petits… Donc le père Wresinski dit à Geneviève, la messe est tel jour à telle heure dans notre petite chapelle dont je viens de parler, et vous feriez un immense plaisir
aux personnes du camp si vous veniez. Et donc là, tout se joue là. Après, ça a été même réécrit, mais je crois que l'essentiel est là. Elle dit qu'à un moment, pendant la messe, après le sermon, elle a senti l'odeur et elle s'est dit, mais je connais cette odeur, c'est l'odeur de Ravensbrück. Et elle ne veut plus de cette déchéance. Voilà, absolument. Et donc après, elle s'engage. Elle s'engage. D'abord, elle s'engage en restant un peu, en s'occupant aussi de ses enfants, en disant qu'elle avait très peu de temps. Et finalement, le premier président de l'association ATD Quart Monde, qui était un polytechnicien, a dû reprendre ses affaires qu'il avait lâchées un moment. Et à ce moment-là, Wresinski dit « Geneviève, j'ai besoin de vous ». Mais elle n'avait encore une fois aucune envie de s'engager plus avant de devenir présidente d'ATD Quart Monde. Et elle a été, requise, enfin, j'allais dire réquisitionnée, oui. Elle s'est dit, voilà, étant donné qui je suis, mon passé, et elle a dû se dire aussi peut-être que mon nom pourra faire quelque chose pour ATD Quart Monde. Et c'est comme ça qu'elle est restée de 64. Donc, présidente d'ATD Quart Monde, et en même temps, parce qu'elle avait toujours, j'allais dire, une double casquette, mais une double vocation, la mémoire des camps et la grande pauvreté. Et donc, dès 58-60, elle est devenue présidente de l'association des anciennes déportés et internés de la Résistance, qui s'appelait l'ADIR à l'époque, qui n'existait évidemment plus. Donc, elle avait ces deux casquettes, mais l'ADIR, c'était pas uniquement la représentation, loin de là, c'était l'organisation des procès dont je parlais tout à l'heure, de la traque des nazis, des médecins nazis et de Suren. Et donc, c'était un véritable engagement qui lui demandait énormément de temps. Et là-dessus, rajouter le travail qu'elle a fait par ATD Quart Monde, plus sa famille qu'elle devait nourrir, dont elle devait s'occuper des enfants, parce que son mari, Bernard, était de plus en plus accaparé par les tâches du ministère de la Culture, qui était en pleine expansion dans les années 60, 70 et 80. Finalement, elle a eu une vie, mais extrêmement difficile, Geneviève de Gaulle. Et comme elle le dit, on n'a jamais eu, elle en parlait très ouvertement, que leur fin de mois, enfin, ils gagnaient bien sa vie, mais que leur fin de mois n'était pas toujours rose, enfin, que c'était un peu difficile. Voilà, que d'autres, qu'elle était entourée de très grands bourgeois, mais eux, ils n'ont jamais été de très grands bourgeois. Voilà. Alors donc, elle se dévoue finalement corps et âme à ce combat contre l'extrême pauvreté. Oui, et donc... Et elle a l'idée aussi de faire cette loi. Alors ça, c'est plus tard. C'est plus tard, c'est en 97, et la loi est votée en 98. Absolument, mais il y a tout un concours de circonstances. Elle entre au Conseil économique et social. Oui, à la mort du père Brzezinski, qui meurt en 88, si mon souvenir est bon. Et à ce moment-là, Chirac, qui était Premier ministre, je crois que c'était entre les deux tours de l'élection présidentielle, lui téléphone en disant « Geneviève, j'ai besoin de vous au Conseil économique et social ». Alors elle tombe des nues, enfin, elle est un peu effarée de la tâche, et elle lui dit « Je peux pas vous répondre tout de suite, donnez-moi, je sais pas, une demi-heure ». Et elle appelle tout son carré de fidèles d'ATD Quart Monde, et elle leur dit voici ce que m'a proposé Chirac, qu'est-ce que je fais? Et tout le monde lui dit allez-y ou vas-y ou allez-y. Et donc c'est comme ça qu'elle s'est vue embarquée comme président, donc elle était depuis 64 et maintenant comme membre du Conseil économique et social. Et à partir des années 90, elle s'est mise au travail avec toute son équipe de construire ce projet de loi contre la grande pauvreté qu'elle a présenté à l'Assemblée nationale en 97. En 97, c'est-à-dire quand il y avait encore une majorité entre guillemets gaulliste, entre guillemets, je dis bien, et très large, voilà, et Chirac a eu la très bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale quelques jours après qu'elle ait défendu sa loi, alors qu'il lui avait dit au téléphone, Geneviève, la loi sera votée.
Exactement. Donc elle a été votée par la majorité de Socialiste. cohabitation. Exactement. pluriel. Et elle a trouvé une grande alliée dans la personne de Martine Aubry. Ah oui. Martine Aubry avait défendu cette loi en 98 quand c'est repassé, donc au Parlement, quand c'est repassé, oui, au Parlement, quelques jours ou même le jour même de la Coupe du Monde de football. Ah oui. Et Geneviève raconte que quand elle arrive dans l'hémicycle, donc là elle parlait pas, elle était en haut dans les tribunes, elle voyait bien que tout le monde n'en avait absolument rien à faire de cette loi. Le sujet était ailleurs ce jour-là. Le sujet était ailleurs et qu'elle raconte toujours au moment du vote à main levée, elle a vu un gaulliste, quand on a dit les voix contre, et un gaulliste qui a levé la main derrière le monde. Et elle disait qu'elle était écœurée par la lâcheté alors que tout le monde lui avait dit, tout le camp gaulliste lui avait dit, évidemment, chère Geneviève, on vous soutiendra. Et finalement, à partir du moment que c'est Martine Aubry ça devient une mauvaise loi, c'est la loi qu'ils étaient prêts à voter avant. Ça devient une mauvaise loi. La loi est enfin adoptée, mais j'ai envie de dire, enfin, comme elle le savait si bien, que tous les jours il faut repenser, tous les jours il faut refaire cette loi quand on voit l'augmentation exponentielle de la pauvreté. Donc enfin bref, elle a vraiment passé énormément d'années à se battre contre la pauvreté et à se battre contre le fascisme et l'extrême droite française. Et il y a aussi un moment très important, c'est son témoignage lors du procès Barbie. Tout à fait, tellement important qui était en plein été d'ailleurs au mois de juin 87, quelques jours après le témoignage d'Elie Wiesel. Et je dis Elie Wiesel parce que il y a. Vous êtes un spécialiste de Malraux, d'Elie Wiesel. Voilà, d'Elie Wiesel, de Lévinas, et de quelques autres. Voilà. Exactement, et donc elle intervient une semaine après le témoignage assez bouleversant de Wiesel, et donc son témoignage, Geneviève lui a demandé mais tellement d'efforts qu'elle n'a pas eu une crise cardiaque, mais un malaise cardiaque en sortant, elle est tombée dans les pommes, et elle a même été d'ailleurs envoyée en urgence au grand hôpital de Lyon, très connu, dont le nom est, où elle est restée en observation pendant je crois au moins une semaine, et après convalescence. Et je me souviens, elle le raconte qu'au moment du passage de la loi, de sa présentation de la loi en 97, elle commençait à avoir des problèmes de santé et elle s'était cassée, pas le fémur, mais le genou, enfin elle avait des problèmes de santé un peu importants, surtout pour quelqu'un de son âge, avec son passé à elle, son passé, et que quelqu'un qui était la vice-présidente ou la directrice, enfin qui avait un haut grade à ATD Quart Monde, vient la voir et lui dit « Geneviève, vous n'êtes pas en état de présenter la loi, on repousse ça ». Et Geneviève lui a dit « Vous m'écoutez, même si je dois venir avec 2 cannes, je viendrai et je serai là à l'Assemblée nationale ». Donc elle s'est battue, mais elle avait même... De Gaulle. Dans son propre camp d'ATD Quart Monde, elle avait des gens contre elle. Oui. Donc elle a toujours eu effectivement une adversité, c'était une résistante dans l'âme. Oui, une résistante dans l'âme jusqu'au bout. Et ce qui est effectivement étrange et pénétrant, j'allais dire, c'est qu'elle a mis plus de 40 ans à écrire son petit livre La traversée de la nuit, sur son expérience contemplationnaire, qui a été suivi de son beau livre L'espérance, pas l'espérance est violente, mais son livre sur ATD Quart Monde, qui est sorti un an après exactement. Donc elle a écrit ces 2 livres-là, et en même temps elle avait une vie spirituelle et intellectuelle très riche, parce qu'elle a correspondu avec une religieuse, une bénédictine, je crois, ou une carmélite, pendant des années et des années, et après sa mort, même un éditeur parisien a publié une partie des lettres de Geneviève de Gaulle. Donc, et elle a eu une fin assez tragique, enfin comme souvent, mais elle a beaucoup souffert à la fin. Mais elle est restée d'une force d'âme et d'une force dans la résistance et d'une combativité contre tout ce qui était de l'ordre, finalement, je disais, l'extrême droite du fascisme,
à la française et tout ce qui était de la bourgeoisie. Et je crois, un peu comme De Gaulle, je dirais pas qu'elle détestait la bourgeoisie. Elle s'en méfiait. Elle s'en méfiait beaucoup. Elle se méfiait beaucoup de la bourgeoisie bien pensante, Oui. surtout. Voilà. Et en 2015, François Hollande, président de la République, décide de la faire entrer au Panthéon avec Germaine Tillion, Pierre Brossolette et Jean Zay. Jean Zay, ce qui était magnifique. Je crois même que c'est lui, François Hollande, qui a demandé à son staff de lui proposer 4 noms, qu'il n'avait pas de grande idée, et qu'on lui dit, évidemment, Geneviève de Gaulle s'impose, et avec elle Germaine Tillion, mais avant le Panthéon, parce que ça c'est après la mort, c'est moins important, que Chirac a fait tout de même un grand geste, donc non seulement il la nomme au Conseil économique et social. Elle devient la première femme Grand Croix. Voilà, alors on peut dire pourquoi seulement maintenant, mais voilà, enfin c'est arrivé. Oui. C'est vrai qu'on pense à une Marie Curie, à tant d'autres qui auraient dû l'être. Enfin, avec Geneviève de Gaulle. Avait changé fort opportunément. Les temps avaient changé, donc elle l'a repris avec sa dignité et son courage et sa manière de s'affirmer dans la discrétion, parce que c'était la femme la plus elle ne cherchait pas la gloire. Absolument, elle était devenue entièrement Geneviève de Gaulle Antoniose, donc, et défenseur de cette loi contre la grande pauvreté et l'exclusion, et première femme Grand Croix de la Légion d'honneur. Donc, finalement, malgré tout ça, elle disait « Vive le moment où on ne parlera plus de moi ». Eh bien, nous en avons parlé aujourd'hui. Nous en avons parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, Michael de Saint-Chéron, pour cette discussion sur un personnage vraiment pour laquelle on ne peut avoir que de l'admiration. Que de l'admiration, oui. Geneviève de Gaulle Antoniose. Merci.